Donc bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette table ronde pour savoir si justement on peut concilier high-tech et sobriété. Donc je suis Jean-Christophe Chaussat, je suis président cofondateur de l'Institut du numérique responsable. Et aujourd'hui, je suis du côté de celui qui interviewe les personnes. Et donc je vais vous présenter, ou ils vont peut-être se présenter tout simplement. Je vais commencer par ma gauche. Donc, Marion Greffly, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Ok, plus fort. Allô, c'est bon? Allez, parfait. Eh bien, bonjour à tous, moi je m'appelle Marion Greffly et je suis cofondatrice de Télécoop. Télécoop, c'est le premier opérateur télécom coopératif à vocation écologique et sociale. Concrètement, notre objectif, c'est de faire du numérique quelque chose qui serve les hommes et qui serve l'environnement. Et pour ça, en fait, on s'est attelé à quelque chose qui était essentiel, c'est-à-dire la porte d'entrée vers le numérique, que sont les opérateurs télécoms. Ok, merci. Donc, la suivante est Sophie Baudin. Bonjour Sophie. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis Sophie, j'ai la chance de diriger Lilo. Lilo.org, L-I-L-O. On est un moteur de recherche solidaire. Ce qu'on aime bien dire, c'est qu'on essaye de joindre l'utile au solidaire et donc de permettre à nos utilisateurs de financer des associations grâce à leur recherche Internet. Merci. Le suivant est Arthur Guillaume. Bonjour Arthur. Bonjour à tous. Alors moi je suis Arthur et je vais être responsable des partenariats chez Fairphone. Fairphone, c'est une entreprise qui produit des téléphones éco-responsables et l'idée c'est de participer au changement au sein de l'industrie électronique. Bonjour, Annelise Ducanda, je suis médecin de protection maternelle et infantile et j'alerte depuis quelques années sur les effets de la surexposition des enfants aux écrans de 0 à 18 ans. J'ai créé une consultation dédiée aux enfants surexposés aux écrans à côté de Bordeaux et j'ai créé un livre qui s'appelle « Les tout-petits face aux écrans, comment les protéger ». Bonjour, je suis Gauthier Roussy, je suis chercheur sur les enjeux environnementaux de la numérisation au RMIT, qui est le Centre Royal de Technologie de Melbourne, mais basé en France. Ok. Donc, Gauthier, qu'est-ce que veut dire, pour commencer, le numérique? Comment interpréter son empreinte environnementale et comment penser les effets négatifs et positifs de la numérisation en 5 minutes? Alors, je vous rends celui-là. Alors, c'est pour ça. Alors, donc, du coup, j'interviens pour cadrer. En fait, on dit le numérique, mais le numérique, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire quoi? Ça veut dire Google, Facebook, Wikipédia, OpenStreetMap, le réseau GPS Galileo. En fait, il faut partir du principe que les mots qu'on utilise sont généralement assez mauvais, ne décrivent pas grand-chose. En l'occurrence, quand on parle en sciences environnementales du secteur numérique, on désigne quelque chose de très particulier. On désigne un triptyque qui sont les centres de données, les réseaux de télécommunications, les équipements opérateurs. On a un opérateur réseau, on a quelqu'un qui fait des équipements, il nous manque un data center. Et donc, ces trois pôles, on va dire, vont permettre de mobiliser, de faire fonctionner une couche de services numériques. Et généralement, lorsqu'on regarde l'empreinte environnementale juste du secteur numérique, on regarde uniquement ce périmètre. Data center, réseau, équipement et les services. Si par contre je voulais regarder l'empreinte environnementale de la numérisation, ça serait quelque chose d'autre. Puisqu'en fait, je regarderais aussi la façon dont le secteur numérique transforme les autres secteurs. Par exemple, le secteur des transports, le secteur de la santé, etc. etc. Typiquement, alors c'est un exemple vraiment, on va dire, très spécifique, mais si je conçois des composants électroniques qui vont directement dans le secteur automobile, ce n'est pas dans le secteur numérique. Nous, on ne calcule pas cette empreinte. On va calculer uniquement les matériaux, les matières, l'énergie, les pollutions, qui sont liées uniquement à la fabrication des équipements et des services qui sont uniquement liés au secteur numérique. Donc ça, c'est le premier cadrage entre secteur numérique et numérisation. Après, on s'était dit que je devais dire quoi? C'était comment on interprète les effets positifs ou négatifs. Alors, en fait, la première chose qu'on va calculer, c'est ce qu'on appelle les effets directs. C'est l'empreinte. C'est l'empreinte environnementale d'un service ou d'un équipement. Donc,
l'extraction des ressources, la fabrication, le transport, l'usage, donc le fait que j'utilise un équipement ou un service, et sa fin de vie. C'est ce qu'on appelle du coup le cycle de vie. Généralement, on va regarder plusieurs impacts là-dessus. Donc, on regarde la consommation d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau, la consommation de ressources minérales, métalloïdes, etc. Ça, c'est le minimum. Si on dit empreinte environnementale, c'est parce qu'il y a au moins plusieurs facteurs. S'il n'y a qu'un seul facteur, c'est soit l'empreinte eau, c'est soit l'empreinte carbone, soit l'empreinte énergétique, etc. Donc, si vous avez une empreinte environnementale, forcément, il y a plusieurs facteurs. Donc ça, c'est la première partie. Donc, on va regarder cette empreinte environnementale, fabrication, usage, fin de vie, etc. Ensuite, on va regarder les effets, ce qu'on appelle les effets indirects. La première chose, c'est l'efficacité, l'optimisation lorsque je mets un service numérique par rapport au service non numérique. Donc, parce que j'ai un GPS ou peut-être parce que j'utilise un service de navigation automobile, j'ai des trajets potentiellement peut-être plus efficaces ou plus optimisés. Je gagne du temps, je gagne de l'essence et potentiellement de l'argent. Ensuite, il y a de la substitution. Le fait que je numérise parfois va se substituer à d'autres éléments matériels. Donc typiquement, si j'ai un GPS, ça se substitue à une carte papier. Ensuite, il y a ce qu'on va appeler les effets rebonds. Alors, ça, c'est un sujet un peu plus compliqué, mais pour le dire très simplement, plus on rend quelque chose efficace et plus on a tendance à l'utiliser. Enfin, plus on rend quelque chose efficace, donc moins il est cher, et plus on a tendance à l'utiliser. En l'occurrence, est-ce que parce que mes trajets sont plus efficaces, je roule plus? Ça, c'est ce qu'on appelle un effet rebond direct. On regarde uniquement s'il y a une surconsommation, juste dans le service qu'on regarde. Et après, vers les effets rebonds indirects. Donc, parce que j'ai gagné du temps, est-ce que j'ai d'autres activités? Parce que j'ai gagné de l'argent, est-ce que je dépense cet argent dans autre chose? Donc, parce que j'ai dépensé moins d'argent en essence, est-ce que je vais faire un week-end à Barcelone en avion? Voilà. Et en fait, l'ensemble de cette grille, c'est ce qu'on va analyser d'un point de vue sciences environnementales pour obtenir ce qu'on appelle l'empreinte environnementale nette. Une fois qu'on a compté ce que ça permettait de gagner et ce que ça faisait comme impact. Donc c'est là où on a du net. Alors généralement, personne ne fait ça. Donc on a soit une analyse de cycle de vie toute seule, donc on a juste les impacts de fabrication, usage, fin de vie, soit on a juste un constructeur industriel qui va vous dire « regardez comment c'est efficace » et qui ne regarde rien d'autre, soit on a des gens qui vont dire « regardez, les effets rebonds sont absolument abominables » et il va prendre rien d'autre. Donc généralement, il faut arriver à reconstituer quasiment une scène de meurtre où personne ne veut donner de preuves. Donc généralement, aujourd'hui, notre principal travail, c'est aussi de trouver des données, de trouver des façons de comprendre des services qui sont extrêmement complexes, parce que très mutualisés, multi-usages, multifonctions, etc. Et un des principaux est aussi comment on alloue les bénéfices et comment on alloue les pertes, qui est un gros sujet, notamment au niveau de l'Union européenne, sur lequel je travaille en ce moment, mais qui est un sujet passionnant. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, Marion Greffly, quel rôle un opérateur télécom responsable peut jouer pour promouvoir justement un numérique responsable qui intègre high-tech, durabilité, sobriété et nous amener dans une logique justement qui concerne nos usages mobiles? En fait, l'opérateur télécom, il a un rôle essentiel parce qu'en fait, finalement, comme je disais tout à l'heure, c'est la porte d'entrée vers le numérique. Aujourd'hui, on utilise tous notre smartphone concrètement pour aller sur Internet. C'est la première façon de se servir du numérique. Ça veut dire qu'en fait, l'opérateur télécom, et en particulier d'ailleurs l'opérateur mobile, puisque dans le cœur des impacts environnementaux, il y a aussi la question mobile, il y a un opérateur télécom. Donc, ça veut dire qu'en tant qu'opérateur télécom, à la base, la façon dont on crée en fait les offres telles qu'on va les vendre, la façon dont on les market, la façon dont on les communique, ça va avoir une incidence énorme sur la façon dont on va comprendre ce que c'est que le numérique et dont on va le consommer ensuite. Je vous donne un exemple tout bête, ça vous est peut-être déjà arrivé, mais peut-être que votre service client vous a appelé dernièrement en vous disant « Ah mais c'est génial, je vous rajoute 40 gigas dans votre forfait et puis la bonne nouvelle c'est que ça va rien vous coûter en plus ». En fait, on a l'impression que c'est génial. On a l'impression qu'on a fait l'affaire du siècle parce que, effectivement, on va pouvoir avoir 40 gigas en plus et puis on va pas vraiment, du coup, se poser la question de ce qu'on consomme. Donc, on rentre finalement en un moment où on se dit, en fait, le numérique n'a pas d'impact. Il n'y a aucun problème avec ça puisque, de toute façon, mon opérateur télécom m'en a offert 40 gigas de plus. Donc, c'est que ça doit aller, concrètement.
Donc en fait, les opérateurs, la façon dont aujourd'hui ils créent ce marché, ils ont une responsabilité énorme dans la façon dont on croit que le numérique n'a pas d'impact environnemental, n'a pas d'impact sociétal. C'est encore pire, je dirais, sur la partie l'équipement. Puisqu'aujourd'hui, la première façon d'acheter notamment un mobile, c'est via notre opérateur télécom, parce qu'il nous fait une offre, etc. Et c'est les fameuses offres mobiles à 1 € ou subventionnées, on ne paye pas cher, etc. Donc tout ça, ça crée une distorsion immense sur ce que c'est que le numérique, son coût réel en fait. C'est vraiment un point qui est très important. Et donc nous, on pense que justement, l'opérateur télécom, il doit prendre une autre place. D'abord parce qu'il doit informer le client, le consommateur, et moi je dirais même le citoyen. Il faut qu'on arrête de parler uniquement quand on parle du numérique au consommateur, mais il faut qu'on parle aussi à ce que nous sommes aussi, c'est-à-dire à la société telle qu'on aimerait pouvoir la construire, telle qu'on pourrait l'envisager, parce que le numérique, en fait, c'est une question sociétale. C'est pas juste moi derrière mon téléphone qui fait 2-3 recherches Internet. C'est aussi c'est des comportements plus généraux. Et donc, il faut qu'on soit sensibilisé, qu'on soit informé sur ce que c'est que le numérique, déjà comment ça fonctionne. Je ne sais pas si tout le monde sait comment ça fonctionne, comment ça fonctionnait avant que Gauthier nous explique les 3 triptyques du numérique. Mais déjà, qu'on comprenne comment ça fonctionne. Et ensuite, du coup, naturellement, quels sont les impacts environnementaux, sociétaux, parce que ça, c'est juste aussi fondamental. Aujourd'hui, quand on achète un smartphone, on oublie qu'en fait, derrière le smartphone, il y a eu des milliers d'ouvriers sur les chaînes de fabrication, des milliers de personnes qui sont allées extraire des minerais dans des conditions effroyables. Voilà, tous ces trucs-là, on l'oublie. Parce qu'en fait, c'est juste un objet de consommation classique. On a l'impression qu'on peut acheter un smartphone comme on achète sa baguette de pain, quoi. Enfin, moi, des fois, c'est l'impression que ça me donne, vu les prix en plus qui sont mis en avant. Donc voilà, donc l'opérateur télécom, il a une responsabilité immense là-dedans pour pouvoir expliquer tout ça. Et à côté de ça, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut aussi décider de consommer le numérique et de consommer de manière générale nos usages mobiles, etc., de manière complètement responsable, j'allais dire, de manière aussi en fait, qui nous permettent de reprendre la main sur quelque chose qui est aussi essentiel, qui est notre temps. Parce que ça, on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais la sobriété, c'est aussi la reprise en main de son temps. C'est aussi, en fait, finalement, quelque chose d'heureux, en fait. C'est quelque part un petit peu... C'est quand même une bonne nouvelle de pouvoir faire autre chose que de regarder des vidéos de chat toute la journée. Enfin, voilà. Donc c'est tous ces points-là qui sont pour nous très importants. Et c'est pour ça que chez Télécope, on a développé finalement une autre façon de faire. Le Télécope, c'est un opérateur télécom coopératif, donc qui appartient à ses sociétaires, qui votent dans la structure sur le principe d'une personne égale à une voix. Ça change tout, parce que nous, on n'a pas d'actionnaire majoritaire qui fait que, en fait, demain, on va arrêter de défendre les questions d'impact environnemental et sociétal. Non, ça n'arrivera jamais, parce que chez nous, on vote sur le principe d'une personne est égale à une voix, tout le monde est sur un pied d'égalité. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on a décidé aussi d'innover pour pouvoir finalement revenir à l'essentiel de ce que c'est que le numérique, c'est-à-dire communiquer, s'informer, échanger. C'est ça, en fait, finalement, l'essentiel. Et c'est pour ça qu'on a sorti des offres qui permettent à chacun d'être facturé en fonction de sa consommation de données mobiles réelles. Ça paraît un peu fou dit comme ça, mais, parce que vu la tronche du marché actuellement. Mais c'est ce qu'on a décidé de faire pour finalement représenter cette matérialité de ce que c'est que le numérique réellement. Et ensuite, on a sorti des offres aussi qui aident les gens à garder et à réparer leur téléphone pour le garder le plus longtemps possible et donc lutter contre cet impact environnemental. Merci. Mais justement, Arthur Guillaume, chez Fairphone, vous êtes penché sur le cycle de vie d'un smartphone. Et en quoi cela impacte-t-il la planète, justement, un téléphone ? Alors, l'idée au départ, c'est vraiment de reprendre un petit peu la problématique. Peut-on concilier high-tech et sobriété ? Donc moi, je vais tourner la question autrement. Pourquoi concilier high-tech et sobriété ? Je me place du côté du fabricant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez tous un téléphone dans votre poche. Vous avez tous un téléphone dans votre poche. Et c'est vraiment un produit de grande consommation. Mais high-tech, ça veut vraiment dire produit haute technologie. Haute technologie, ça veut dire consommation de matériaux. Et ces matériaux, aujourd'hui, on n'a pas encore la capacité de les recycler. Au niveau global, on va recycler en moyenne, la plus grosse usine aujourd'hui recycle environ 85% de ce que vous avez dans un téléphone. Donc il faut savoir que c'est encore un outil que vous utilisez tous les jours, mais qui est encore méconnu. Pour la plupart, vous n'avez aucune idée de ce qu'il y a dans votre téléphone. Vous le sortez, vous l'utilisez. C'est exactement la même chose pour les télés, c'est exactement la même chose pour un ordinateur.
Et ça, c'est très complexe. Pourquoi ? Parce que si à l'intérieur, ça ne vous parle pas. Vous pouvez très simplement consommer de manière durable et sobre lorsque vous allez faire vos courses. Vous allez à la ruche, vous savez que ça va venir de la ferme d'à côté. Par contre, sur un téléphone, beaucoup plus compliqué au niveau de la traçabilité et de la provenance. Lorsque vous allez dans une grande enseigne, il n'y a jamais noté « ce téléphone vient de France ». Ce n'est pas possible, on ne fait pas de téléphone en France à l'heure actuelle. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, j'aimerais parler du coup de l'analyse du cycle de vie. Pourquoi l'analyse du cycle de vie va être très important ? Parce que c'est ce qui va justement donner sa durabilité. Donc, lorsque je prends l'analyse du cycle de vie, on part de sa conception et on va aller jusqu'à sa fin de vie. Sa conception, généralement, la conception d'un téléphone, c'est aux États-Unis, c'est en Asie ou en Europe. Il faut savoir qu'un téléphone, ensuite, fait 4 fois le tour du monde. Pourquoi 4 fois le tour du monde ? Parce que l'extraction des matériaux que vous avez dans un téléphone, l'extraction, généralement, va se faire en Amérique du Sud, en Afrique, en Chine, en Russie. Je vais prendre un exemple très simple. Dans votre téléphone, vous avez 200 kg de matières premières, 70 kg de matières premières, 200 composants et 50 métaux. Je vais prendre l'exemple, dans les années 1950, il y avait uniquement 12 métaux. Dans les années 90, avec les téléphones tels qu'un Nokia 3310 que vous avez certainement tous eu au départ, il y avait 30 métaux. Maintenant, avec les téléphones nouvelle génération, on est à 50 métaux. Pourquoi ? Parce qu'on souhaite miniaturiser le téléphone, on souhaite plus de puissance. C'est une course à la technologie. Je ne pense pas que dans la salle, il y ait quelqu'un qui sache faire la différence entre 8 Go de RAM et 12 Go de RAM, sauf pour les plus technophiles de vous. Ensuite, lorsqu'on parle de la conception qui part généralement des États-Unis, qu'on arrive en Afrique pour l'extraction, par exemple, du tantal qui sert pour le condensateur de votre téléphone. Il faut imaginer une mine, on extrait le tantal avec des matériaux chimiques donc, qui vont être très polluants. Derrière, ce tantal va partir généralement en Chine pour être affiné, ensuite en République tchèque pour créer ce condensateur, ensuite repartir en Asie, et là, on va avoir la phase d'assemblage. La phase d'assemblage, je ne vais pas vous mentir, la majorité des téléphones sont faits en Chine. Pourquoi ? Main-d'œuvre bon marché. Si vous ne souhaitez pas payer votre téléphone 5 000 €, il va falloir passer par là. Malheureusement, ça risque de changer dans les années à venir, et je le souhaite, mais pour le moment, c'est encore le cas, il y a des choses à faire. Et ensuite, la distribution va se faire généralement en Europe, aux États-Unis et en Asie. Je schématise un petit peu. Mais globalement, c'est comme ça que ça se passe, 4 fois le tour du monde, votre téléphone. Avant d'arriver dans votre main, avant votre première utilisation. Il faut savoir que lorsque vous achetez un téléphone, c'est 80% des émissions de gaz à effet de serre qui sont produites lors de sa production. Qui sont faites lors de sa production et 20% ensuite lors de son utilisation. Et ensuite, dernier point, il y a le problème du recyclage. Donc, on l'a dit juste avant, lors de l'intervention, il y a encore trop de téléphones qui dorment dans nos tiroirs. On a la capacité à le recycler. Il faut qu'on s'y mette doucement. Merci. Donc, on voit que le numérique a un impact sur l'environnement et sur nous, docteur Ducanda. Pouvez-vous nous expliquer les effets des écrans sur le cerveau humain, celui des enfants dont c'est votre spécialité et voilà. Alors, on parle beaucoup de l'effet sur l'environnement. Moi, je me situe plutôt au niveau de l'individu, et notamment des enfants, mais c'est aussi sur les adultes. Surtout, je vais parler des écrans distractifs, plus que ceux que vous utilisez pour votre travail. Il faut savoir que les écrans, ce sont des outils et des activités absolument particulières et qui n'ont pas leur pareil ailleurs. On parle d'armes de distraction massive. Pourquoi ? Parce que les écrans captent fortement votre attention réflexe, involontaire, celle avec laquelle vous naissez. Votre cerveau, il est câblé pour détecter les points les plus saillants de l'environnement. S'il y a de la couleur, s'il y a du mouvement, s'il y a du bruit, s'il y a un flash lumineux, vous ne pouvez pas faire autrement que d'être attiré et de regarder. C'est pour ça que quand vous avez une télé au-dessus de votre meilleur copain qui parle au restaurant, vous ne pouvez pas vous empêcher de jeter des coups d'œil par moment vers la télé. Donc on voit tout de suite un des premiers aspects, c'est des troubles de la concentration. Parce que ça sollicite une attention réflexe
qui n'est pas du tout l'attention focalisée qu'on appelle concentration. La concentration, c'est l'inverse. Vous devez faire abstraction de ce qui bouge et ce qui fait du bruit autour de vous pour focaliser votre attention sur quelque chose qui ne bouge pas. Et puis la deuxième particularité des écrans, c'est que ça offre à votre cerveau ce que votre cerveau adore et recherche, c'est-à-dire du plaisir sans effort. Les jeux vidéo avec des beaux graphismes, les récompenses sur les petites tablettes éducatives, quand on utilise des réseaux sociaux avec les likes, avec les followers, avec les cœurs, tout ça stimule dans notre cerveau ce qu'on appelle le circuit de la récompense, qui se met à fabriquer de la dopamine, qui est le neurotransmetteur du plaisir. Si vous commencez à utiliser des écrans, et plus vous utilisez des écrans, et plus votre cerveau voudra en utiliser. C'est pour ça qu'on commence à parler d'addiction, hein, c'est reconnu par l'OMS pour les jeux vidéo, notamment le trouble du jeu vidéo depuis 2019. Donc, vous avez énormément de plaisir, et vous pensez que vous choisissez ce que vous faites sur Internet. Mais en fait, pas du tout, c'est Internet qui choisit ce que vous faites. Tout ce que vous faites est analysé. Par exemple, si vous adorez regarder des vidéos de petits chats, à l'autre bout de la chaîne, on sait que vous aimez les vidéos de petits chats. C'est analysé et par des algorithmes, on va vous envoyer, quand vous allez scroller, beaucoup de vidéos de petits chats, puis de petits chiens. Le but, c'est que vous soyez le plus possible sur vos téléphones et sur vos écrans en général, que vous partagiez le plus possible. Et ainsi, vous pensez que ce que vous faites sur Internet est gratuit, mais vous payez par votre temps de cerveau disponible. Et c'est ce qu'on appelle la captologie. C'est une nouvelle science. Toutes les entreprises du numérique l'utilisent en s'octroyant les services de psychologues et de neuroscientifiques pour connaître les fragilités de notre cerveau, pour qu'on soit le plus possible capté. Donc les troubles, c'est très vite une addiction, c'est-à-dire on voit bien qu'on augmente notre temps d'écran de façon très importante. Et une étude de Bouygues en 2018 dit que 41% des Français préfèrent se passer de sexe que de smartphone. 79% des Français préfèrent se passer d'alcool que de smartphone. Nous avons aussi, puisque c'est du plaisir sans effort, de plus en plus de difficultés à l'effort, à la frustration, des troubles du sommeil. On sait qu'on dort de moins en moins, notamment à cause de la lumière bleue des écrans qui diminue la sécrétion de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Et pour nos ados, on est particulièrement inquiet, puisque l'étude Morphée de 2020 dit que 27% des ados sont sur les écrans la nuit, 34% sont réveillés par des notifications et 26% programment même un réveil en pleine nuit pour aller sur les réseaux sociaux. Les risques sont très vite de l'anxiété, de l'isolement. L'anxiété parce que on est de plus en plus enfermé, on manque de nature, dont on le sait qu'ont des effets très positifs sur l'apaisement, sur la diminution du stress. Et puis l'anxiété parce que sur ce qu'on partage le plus sur les réseaux sociaux, c'est pas la lenteur, c'est pas la paix, c'est pas la décroissance, c'est ce qui est clash, ce qui est trash, la violence, le porno. Et donc on a vite une augmentation, notamment chez les adolescents, de problèmes de santé mentale. On a des problèmes physiques au niveau de la sédentarité, puisque les écrans, c'est souvent le degré zéro de l'activité physique. Et qui dit sédentarité dit augmentation de l'obésité, des maladies cardiovasculaires. On sait que nos enfants ont perdu aujourd'hui un quart de leur capacité cardiaque en 40 ans. Je suis obligée d'aller un petit peu vite, mais nous avons aussi un effet sur les yeux. On sait qu'il y a une augmentation de la myopie, de la DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge. Parce qu'on le sait maintenant, la lumière bleue est toxique pour la rétine. Et puis, au niveau du sommeil, évidemment, par rapport à la lumière bleue. Et puis, j'ai vu récemment un article sur la silhouette humaine. Une entreprise américaine avec un concepteur 3D nous montre à quoi on ressemblera dans 900 ans partout, à force de passer des heures et des heures sur les écrans. Donc, je vous le fais, on sera voûté pour, à force de regarder vers le bas. On aura les coudes pliés, les doigts crochus parce qu'on aura la griffe à force de tenir nos téléphones, et puis un doublement de la paupière pour diminuer l'effet de l'exposition à la lumière. Et puis par rapport aux enfants dont je m'occupe particulièrement, ils sont victimes des écrans de deux façons. Les écrans de leurs parents, rendus complètement indisponibles psychiquement, et leurs propres écrans qui les privent de leurs besoins essentiels, notamment pour les petits. C'est-à-dire interagir avec des humains, et notamment leurs parents, et explorer le monde réel en 3 dimensions avec tout leur corps et tout leur sens. Et on constate, je ne suis pas seule, d'énormément de troubles qui augmentent, les retards de langage, les retards de développement cognitif, moteur, des difficultés à gérer les émotions et notamment la frustration. Et puis, je voulais parler de tous nos jeunes, dès 8 ans maintenant,
sur les réseaux sociaux. Nous savons que 87% des 11-12 ans sont sur les réseaux sociaux, alors que vous savez que normalement, c'est des conseillers en dessous de 13 ans. Et puis, ils ont accès donc à la violence, la pornographie, les standards de beauté, avec les filtres Snapchat. Et il faut savoir maintenant que les 18-34 ans font plus de chirurgie esthétique que les 50-60 ans, pour ressembler le plus possible aux standards de beauté des réseaux sociaux. Et puis, vous avez tous les challenges sordides sur les TikTok et autres cyberharcèlements, ce qui augmente la maladie mentale chez les enfants et les adolescents. Et vous le savez, les pédopsychiatres tirent régulièrement la sonnette d'alarme pour l'anxiété, la dépression, voire les tentatives de suicide. Voilà, je m'arrêterai sur ce tableau pas très glorieux. À la fin, ça finira par un peu d'espoir, vous verrez. Eh bien, merci. On savait qu'il y avait un problème sur l'environnement, on en a d'autres à gérer. Donc en fait, je suis assez content d'avoir mes fiches papier Michel Drucker, là, qui finalement risquent de pouvoir perdurer dans le temps. Donc Sophie Baudin, est-ce qu'on peut aussi agir sur nos recherches Internet, si on doit utiliser un écran ? Quelle méthode, quel moteur utiliser et comment inciter les consommateurs à changer aussi leurs habitudes pour plus de sobriété ? Déjà, moi, j'avais l'impression d'être la personne assez humble de cette table ronde. Je dois avouer que continuer, voilà, prendre la parole maintenant, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais bon, je vais suivre. Alors, j'ai commencé à dire la meilleure recherche Internet, c'est celle qu'on ne fait pas. Nous, je pense chez Lilo, mais je pense que c'est la même chose sur l'ensemble des moteurs de recherche. Les premières recherches, c'est des sites que tout le monde connaît. Inutile d'utiliser un moteur de recherche pour chercher Facebook, Le Bon Coin, etc. Donc la première chose à faire, quand vous allez régulièrement sur un site, c'est tout bête, utiliser des favoris. Nous, il y a une chose qu'on a faite sur Lilo très simple, on avait limité le nombre de favoris que les personnes pouvaient enregistrer. On a décidé de laisser cette partie ouverte, juste pour inciter tout simplement. Il y a des sites que vous utilisez régulièrement, allez-y directement. La deuxième chose, et je pense que là maintenant je me dis très bien, on peut assumer d'être un moteur de recherche low-tech parce que nous, il n'y a pas d'intelligence artificielle, on n'a pas de chercheurs en captologie sur Lilo et on n'a même pas de publicité ciblée. Alors c'est vrai que notre modèle économique, il repose sur la publicité comme tous les moteurs de recherche. C'est comme ça qu'on finance des associations, les projets solidaires. Mais on a fait le choix de se dire on va utiliser que la publicité contextuelle, c'est-à-dire la publicité qui est liée à quelque chose que vous allez chercher à ce moment-là. On ne va pas utiliser l'historique de vos recherches pour essayer d'identifier, de vous pousser des besoins que vous n'auriez peut-être pas. Et c'est peut-être une petite contribution, mais je pense que dans ce monde, je dirais, de consommation où on nous pousse énormément de choses, voilà, se limiter à ce que l'on recherche à un moment donné quand on va sur Internet, c'est un premier pas. Et puis, je dirais, sur la manière dont on choisit son moteur de recherche, nous, on a aussi des parties de fil d'actualité, mais qu'on essaye de faire de manière très sobre, pas de lancement de vidéos, de manière directe ou automatique. Et puis, j'ai bien aimé cette notion d'éducation des citoyens. On a, grâce à l'ensemble des projets qui sont sur Lilo, dont Hop, Halte à l'obsolescence programmée, par exemple, on informe, on sensibilise nos utilisateurs. Nous, quand on s'est créé il y a 6 ans de ça, on a inclus dans nos statuts de développer des services numériques dans le but de financer et promouvoir des projets sociaux et environnementaux. Et sensibiliser justement sur d'autres manières de consommer, ça fait évoluer petit à petit, on est plus conscient. Et quand on est plus conscient, on fait de meilleurs choix. Moi, j'aime bien cette notion, je dirais, au niveau du numérique. Je pense que ça a été évoqué ici plusieurs fois. On ne sait pas. Souvent, par rapport dans le monde virtuel, par rapport au monde réel, on a des choix qui nous sont imposés. Même au niveau, sur ma paroisse du moteur de recherche, souvent, je pense que la plupart d'entre vous, vous ne vous êtes pas posé la question de quel moteur de recherche vous utilisiez. Parce qu'il est inclus automatiquement dans votre téléphone. Pourquoi il est inclus dans votre téléphone ? Parce que derrière, il y a des milliards de dollars qui ont été conclus entre les fabricants de téléphones et puis le système Android qui a même été racheté par Google pour que ce soit ce moteur de recherche-là qui vous soit poussé. Mais on ne se pose pas ces questions. Et sur le monde, je dirais, du numérique, avoir cette sensibilisation, se poser ces questions, se questionner,
Et en tout cas, choisir, c'est important. Merci beaucoup. Donc, Marion Greffly, donc au regard donc, de la finitude de nos ressources, même si j'ai un peu une petite idée de la réponse que vous allez donner, êtes-vous d'accord avec l'idée très répandue, et notamment dans la sphère politique, que notre salut viendra de l'évolution des technologies ? Je peux dire que non, directement, je démarrais comme ça. Non, en fait, tout simplement, pour des raisons aussi simples que ce qu'on a vu tout à l'heure sur les différents scénarios de l'ADEME. Hein. Il y a cette notion de sobriété qu'on doit mettre en place, quoi qu'il arrive, pour que nous puissions justement faire face aux enjeux climatiques tels que nous les connaissons actuellement. Le problème qu'il y a derrière cette high-tech qui pourrait nous sauver, c'est que déjà on est en train de décaler le problème, parce que potentiellement, peut-être qu'on trouvera des solutions à horizon 10, 15, 20 ans, parce que les solutions, on n'en a pas encore trouvé du tout dans la high-tech pour potentiellement s'en sortir. On a trouvé 2-3 trucs à droite à gauche, mais c'est pas suffisant aux enjeux auxquels on fait face. Alors que la sobriété, on a déjà la solution en fait. On sait déjà ce que c'est, grosso merdo. On sait déjà qu'il va falloir qu'on consomme moins d'énergie, qu'il va falloir qu'on réduise nos usages, qu'il va falloir qu'on achète moins, qu'on relocalise potentiellement la production des biens essentiels. En fait, on a déjà la solution. Donc en fait, c'est aussi ça dans le récit qui est, je trouve, particulièrement intenable du côté politique, qui est de dire qu'on va finir par trouver d'autres solutions, la technologie va finir par nous sauver, etc. Notamment, c'est pas tenable parce qu'en fait, on engouffre des budgets publics, d'ailleurs gigantesques sur ces questions-là. Alors que comme quand on se dit qu'on a 2-3 solutions qui fonctionnent déjà, on peut déjà peut-être réorienter cet argent-là ici. Et aussi parce que nous, en tant que citoyens, ça nous rend aussi on va dire croyants, on croit que ça va être possible. Donc ça nous rend aussi attentistes et on a l'impression qu'on va finir par trouver la solution aussi. Et ça aussi, ça décale la prise de conscience, ça décale aussi les moments où on va véritablement se lancer dans l'action. Donc les politiques, ils ont bien évidemment, une énorme responsabilité sur ces moments-là clés de prise de conscience et aussi de changement de société qu'on pourrait se donner les moyens d'imaginer. Donc, moi, je pense que c'est pas réaliste et c'est même extrêmement dangereux. Donc, je pense que nous, en tant que société civile, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que chez Télécope, on parle aux citoyens et pas seulement aux consommateurs, parce qu'en fait, on pense que justement, sur ces enjeux de sobriété, il ne faut pas juste voir la sobriété comme quelque chose qui va nous priver de quelque chose, comme quelque chose qui, du coup, par essence, parce qu'on est tellement habitué à notre modèle capitaliste, va nous rendre malheureux, parce qu'on a tellement cette impression qu'il faut qu'on ait des objets, qu'on accumule, etc. pour être heureux, que en fait, quand on se passe de quelque chose, soudainement, on a l'impression que c'est plus possible d'atteindre le bonheur, entre guillemets. Donc, il faut qu'on puisse se donner les moyens d'un nouveau récit, c'est juste fondamental, pour se dire que, en fait, non, la sobriété, c'est chouette. Mais pour ça, bien évidemment, c'est pas facile, en fait, de le faire seul. Et c'est peut-être le dernier point que je voulais dire, c'est que tout ça, en fait, quand on pense en tant que citoyen un peu isolé, on a cette sensation qu'on n'arrivera jamais à faire corps, que la société n'arrivera jamais à nous suivre, ou que, en tout cas, voilà. Et je pense que la meilleure arme, en tout cas, pour créer un contre-système, allez, j'ose le nom, en tout cas, de pas que dépendre des politiques pour que ça arrive, c'est de rejoindre des collectifs, des gens avec qui on va pouvoir construire ces autres histoires. Et je pense que vous avez cité tout à l'heure dans le rapport, merci pour la mention, le collectif des licornes. Ça, c'est un autre exemple. Nous faisons partie Télécope. Les licornes, c'est 9 coopératives qui agissent sur l'ensemble des secteurs de l'économie en tant que coopératives et qui proposent la même chose, qui proposent de dire on va créer des collectifs sur chacun finalement de ces secteurs qui sont essentiels pour notre vie et au-delà du numérique, parce qu'il n'y a pas que le numérique, et on va essayer de construire des contre-modèles, mais ensemble, parce qu'effectivement, c'est ça aussi qui va nous permettre de faire tenir ces nouveaux modèles. Très bien, merci. Arthur Guillaume, pour Fairphone, donc quels sont les moyens d'un constructeur comme Fairphone pour allonger la durée de vie justement du matériel? Que peut faire aussi un client? Et pourquoi la réparabilité et la longévité sont des éléments essentiels pour réduire l'impact carbone? Alors au départ, j'ai dressé un constat un peu amer au niveau de l'extraction, du fait que le téléphone, dans tous les cas,
consommait de l'énergie et n'était pas un produit parfaitement durable. Maintenant, je vais prêcher pour ma paroisse, je vais parler côté constructeur. En tant que Fairphone, nous, ce qu'on essaye de mettre en place, et de manière globale, ce que les constructeurs pourraient mettre en place. Il y a plusieurs points. Le premier point, je l'ai dit, c'est l'extraction. C'est pouvoir, aujourd'hui, on a la possibilité de produire des téléphones avec des produits recyclés, avec des produits extraits de filières équitables. Donc ça, c'est le premier point. Ça, c'est le premier point, et on voit qu'aujourd'hui, il y a quasiment aucune entreprise qui le met en place. En tout cas, les téléphones que vous connaissez, les marques de téléphones que vous connaissez, pour la plupart ne le font pas. Elles vont au plus offrant. Et ça, c'est dommageable. Ça, c'est le premier point. Derrière, on va pouvoir travailler, comme on l'a dit auparavant, sur l'indice de réparabilité. Pourquoi la réparabilité va être importante ? Parce que lorsque vous avez votre téléphone dans votre poche, l'idée, c'est de le garder le plus longtemps possible pour le racheter le moins souvent possible. Si vous gardez votre téléphone entre 2 et 3 ans, ce qui est la moyenne aujourd'hui, vous avez une consommation, on va dire, moyenne de gaz à effet de serre. Vous le gardez 2 ans de plus, c'est-à-dire 5 ans, vous réduisez déjà de 30%. 7 ans, 45%. Donc là, vous avez déjà un impact. Et nous, c'est notre rôle de pouvoir rendre ce téléphone le plus réparable possible. Qu'est-ce qui casse sur un téléphone généralement? C'est la batterie qui est usée ou c'est l'écran, dans 90% des cas. Dans 90% des cas, c'est l'écran que vous changez ou la batterie. Si vous avez la facilité de le changer et si le coût n'est pas supérieur au fait de racheter un téléphone, vous allez le réparer. Vous allez le réparer s'il y a justement cette facilité. Et on l'a dit auparavant, l'indice de réparabilité, c'est un indice qui a certes ses limites, mais qui va également pousser les constructeurs justement à décrocher la meilleure note, parce que c'est leur image qui joue à chaque fois. Donc c'est notre rôle aussi de rendre le téléphone le plus réparable possible. Ensuite, il y a l'aspect garantie. Je sais que Crosscall le fait aujourd'hui, Fairphone le fait, 5 ans de garantie, on est vraiment à ce qu'on peut faire de mieux pour pousser le client à garder son téléphone le plus longtemps possible. Donc ça va être pour l'aspect constructeur. J'omets un point qui est essentiel, c'est le fait de ne pas, en tant que constructeur, sortir un téléphone tous les 2 à 3 mois. On le voit, il y a des constructeurs qui sortent. Comme qui, par exemple? Pardon ? Non, je disais comme qui, par exemple? Je ne citerai pas de constructeurs en particulier, mais il y a des constructeurs, effectivement, qui sortent différents modèles tous les 2 à 3 mois. Et l'idée, c'est d'avoir un téléphone qui est fonctionnel, et non pas un téléphone qui va justement peut-être lâcher au bout de 2 ans parce que le logiciel n'est pas suivi. Parce qu'encore une fois, là, je parle uniquement de l'aspect machine, mais le constructeur, il a le rôle de faire durer le produit au niveau de la machine, donc au niveau du téléphone que vous tenez dans la main, mais aussi au niveau du logiciel. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous changez de téléphone, il y a 3 causes. La cause casse, où le téléphone ne fonctionne plus. La cause, le logiciel est obsolète, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus mettre à jour le téléphone. Et là, l'idée du constructeur, c'est de pouvoir suivre au maximum, le plus longtemps possible. Chez Fairphone, on essaye de le faire 5 voire 7 ans, très compliqué car ça nous coûte de l'argent, ça coûte des moyens également humains, mais on essaye de le mettre en place. Et ça également, on essaye de pousser les constructeurs à le faire pour que le client puisse l'utiliser. Et enfin, le dernier point, le client, il va y avoir cette obsolescence perçue. Pourquoi il va changer de téléphone? Parce qu'il va se rendre compte qu'il arrive qu'il ait cette notion de désir et qu'il se dise le téléphone qui est à côté de moi, il est mieux que celui que j'ai dans la poche. Alors que le téléphone le plus éco-responsable, c'est celui que vous avez dans la poche. Enfin, pour la partie client, comment vous allez pouvoir vous renseigner et comment vous allez pouvoir faire le meilleur choix dans cet aspect durabilité, longévité, prendre soin de son téléphone, évidemment. Ensuite, acheter labellisé, Energy Star, Blue Angel, TCO, c'est encore des labels qui sont peu connus mais qui existent. Et j'imagine qu'avec le temps, j'aimerais que ça devienne un petit peu comme le label AB, que j'imagine ici tout le monde connaît. Donc ça va prendre du temps parce que, encore une fois, je le dis, l'électronique, c'est des produits complexes. Et derrière, on utilise souvent, je sais Marion l'utilisait justement dans sa dernière conférence, les 5 R, c'est-à-dire refuser, réduire, réparer, réutiliser et en dernier lieu recycler. Donc ça, c'est vraiment avec cette méthode que vous pouvez justement avancer vers une durabilité et une longévité du téléphone. Alors, lorsqu'on parle de refuser ou réduire,
Encore une fois, la sobriété n'inclut pas la notion de désir. Donc, bien sûr, vous allez avoir des désirs et il va falloir justement se dire « je ne vais pas y aller, je ne vais pas l'acheter ce téléphone parce que je n'en ai pas besoin, celui-ci fonctionne déjà ». Derrière, la notion de réemploi, on l'a dit, des téléphones traînent dans vos tiroirs, n'hésitez pas à les réutiliser. Le reconditionner aujourd'hui, c'est un acteur qui grandit. C'est un acteur clairement c'est un marché qui grandit en France. Je peux citer Coder, je peux citer les ateliers du bocage ou des gros mastodontes que vous connaissez tels que Back Market qui proposent du reconditionné. Encore une fois, le reconditionné, essayez de viser toujours un reconditionné français pour réduire encore une fois cette empreinte environnementale. Et le dernier point, le recyclage. Des sites existent tels que je donne mon téléphone.fr. N'hésitez pas, car je suis certain qu'ici, il y a des personnes qui ont encore des téléphones dans leur tiroir. Donc vous avez aussi votre mot à dire et votre carte à jouer. Mais nous, en tant que fabricants, on essaye justement de montrer l'exemple en tant que Fairphone. Et on continuera à le faire. Merci. Donc la France est probablement l'un des pays les plus en avance en termes de numérique responsable, en mesure d'impact, et vos discours le montrent bien également. Mais Gauthier Roussy, au niveau européen, comment peut-on aussi considérer cet impact environnemental ? En fait, la question environnementale n'existe pas en isolation. On ne considère pas juste l'empreinte environnementale du numérique toute seule. En fait, au niveau européen, on a des questions stratégiques en termes d'approvisionnement matériel. Est-ce qu'on arrive à se fournir, en fait, tout simplement, d'un point de vue cybersécurité, d'un point de vue juridique, d'un point légal, d'un point de vue protection des données, qu'elles soient personnelles ou qu'elles soient des entreprises, etc. Et en fait, il faut aussi comprendre comment tous les enjeux stratégiques liés au secteur numérique ou à la numérisation des activités humaines se lient ensemble. Moi, ma clé d'analyse, c'est quand même de partir du principe que l'Union européenne n'est pas une grande puissance numérique. Et je pense que c'est important de se le rappeler. On a des grandes entreprises du numérique, ça c'est pas un souci. Mais est-ce que c'est mieux là? Ah oui, en effet. Donc, partir du principe que l'Union européenne n'est pas une grande puissance du numérique, même si on a des très grands acteurs. Et donc, du coup, par contre, on n'est pas une puissance d'un point de vue géopolitique ou même d'un point de vue de bataille juridique, en fait. Est-ce qu'on a la capacité à faire valoir nos droits ou à faire valoir notre puissance le long de chaînes d'approvisionnement, auprès de fournisseurs, etc. Ça, c'est une question qui est beaucoup plus complexe. En l'occurrence, on est plutôt pris au niveau de la géopolitique mondiale entre un ciseau, avec d'un côté une puissance servicielle, qui sont les États-Unis, avec des géants que vous connaissez bien, qui équipent 80% du CAC 40 français, avec des questions juridiques que ça pose, des questions de cybersécurité que ça pose, etc. Et de l'autre côté, plutôt un ciseau, enfin l'autre pan du ciseau serait plutôt le ciseau matériel, où notamment en Asie de l'Est, que ce soit la Chine, Taïwan, la Corée du Sud, le Japon, etc., qui auront une puissance beaucoup plus forte à la fois sur le raffinage des minerais, la transformation, l'assemblage, voire même l'extraction sur certains métaux. Et c'est dans ce monde-là en fait, qu'il faut se positionner. Et du coup, il faut penser une stratégie dans laquelle, par défaut, l'Union européenne est vulnérable. Et du coup, potentiellement, on peut faire la sobriété parce que peut-être qu'on n'arrivera pas à se fournir, tout simplement. Parce qu'on peut rentrer dans une guerre commerciale avec les États-Unis en fonction du prochain président, ou de la présidente, qui sait. Qu'on aura aussi des conflits commerciaux avec d'autres puissances en Asie de l'Est, etc. Donc il y a une question beaucoup plus large autour du numérique responsable, c'est aussi quel est le numérique, enfin quelle politique numérique fonctionne dans un monde qui est de plus en plus complexe, de plus en plus incertain, et sur lequel on a de moins en moins de visibilité. Alors je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais c'était de très très haut. Mais nous, on n'a pas mieux, de toute façon, comme réponse. Sophie Baudin, et du coup, quels sont les projets Lilo pour agir sur un monde plus durable? Alors, des projets sur Lilo, il y en a beaucoup. Il y en a plus de 1000 qui interviennent dans 3 catégories pour agir pour l'environnement et le climat, pour la solidarité, pour la défense de la cause animale. Si je me lie sur ce point justement de sobriété,
Comment est-ce qu'on peut soutenir ces projets? Alors juste pour rappel, si certains d'entre vous ne sont pas encore sur Lilo dans cette salle, quand vous utilisez Lilo en moteur de recherche, à chaque recherche Internet, on vous crédite d'une goutte d'eau. Et ces gouttes d'eau, vous pouvez les reverser à une ou plusieurs associations de votre choix pour les financer gratuitement. Sur le domaine de la sobriété, comme je l'ai dit, on a la chance de pouvoir soutenir HOP, Halte à l'obsolescence programmée sur Lilo, qui est co-organisateur de cet événement. On a une grande diversité de projets. On a aussi, je pense que tu citais Arthur, la question du reconditionné. On a une association comme PC Solidaire qui est en Moselle et qui récupère un peu comme Ecoder des ordinateurs, va les reconditionner. Il faut savoir qu'il y a 1 million d'ordinateurs qui sont jetés chaque année en France. Il y a 2 millions de personnes qui ne sont pas dans l'inclusion numérique par défaut d'avoir un accès à l'équipement. Donc cette association, elle reconditionne, elle vend au prix marché, et puis à côté de ça, elle donne pour aussi des ordinateurs à ceux qui en ont besoin pour lutter contre l'exclusion numérique. On a aussi, pour illustrer cette diversité de projets, le Repair Café de Coincy, qui, de manière très humble, dit nous, on aimerait avoir une collecte de 400 € parce que toute notre activité, elle est bénévole. Mais 400 €, on pourrait racheter quelques outils et quelques pièces pour les activités que l'on mène. Donc ça, c'est une partie de projet. Et puis, depuis 6 ans, on a développé cet écosystème de la goutte d'eau, on a développé cet écosystème de projets. Et aujourd'hui, alors on l'a fait avec un acteur de la téléphonie mobile, mais ça peut se développer sur d'autres secteurs. On a cette possibilité, je pense que c'était évoqué dans la keynote juste avant, de se dire comment est-ce qu'on incite aussi les consommateurs à plus de sobriété. Comment est-ce qu'on les récompense? Est-ce qu'on fait de l'incitation douce? Et nous, on a aujourd'hui cette possibilité de mettre à disposition notre écosystème de gouttes d'eau pour inciter justement à des gestes de consommation responsables, etc. Et de lier ça à des dons pour des associations qui interviennent dans ce domaine. On a fait ça aujourd'hui sur la dimension téléphonie mobile, en incitant justement à moins utiliser la data mobile et en récompensant le fait de moins utiliser cette data mobile avec la possibilité de financer des associations de son choix. C'est aussi une manière de mettre en lumière cet impact du numérique et de favoriser cette prise de conscience. Merci beaucoup. Donc, Anne-Lise Ducanda, vous parlez d'un nouveau risque de santé publique. Et donc, c'est quelque chose qui nous préoccupe pour être plus numérique responsable. Quel message faudrait-il faire passer à la population? Et à votre avis, que devraient faire les pouvoirs publics? Alors déjà, je vous ai fait peur un peu tout à l'heure. Donc on peut éviter d'avoir des risques sur la santé, le psychisme des individus et notamment des enfants en adoptant ce que j'appellerais une hygiène de vie avec le numérique. Alors les pouvoirs publics en font clairement pas assez. Je pense qu'ils commencent à intégrer le côté environnemental et écologique, notamment en travaillant avec vous, mais sur la santé des individus, ça bloque un peu. Les derniers chiffres le montrent. On a 9 enfants sur 10 de moins de 3 ans qui sont régulièrement sur les écrans. Pour les 11-14 ans, ils passent 8h23 sur les écrans. C'est le dernier sondage Ipsos. Les 16-24 ans passent 10 heures par jour sur les écrans. On appelle le smartphone, d'ailleurs, aux États-Unis, le handy, H-A-N-D-I, pour dire que le smartphone est greffé à la main de l'adolescent. Et puis les troubles ne cessent de s'accroître. Il suffit de questionner les enseignants qui vous le diront. Et au contraire, les pouvoirs publics font plutôt un déploiement de la 5G. Ils ont donné 1 milliard pour le grand plan numérique pour l'école. Et parmi les 100 milliards du plan de relance post-Covid, 11 milliards étaient dévoués aux technologies du numérique. Donc nous, on attend des messages forts, un grand plan national de prévention et de lutte contre la surexposition des écrans des enfants. Et notamment, on voudrait passer avec d'autres associations le message 5-10-15, c'est-à-dire pas d'écran avant 5 ans, maximum 1 heure jusqu'à 10 ans, et on attend 15 ans pour équiper nos enfants de smartphones.
Alors, mon tableau était un peu noir tout à l'heure, donc je voudrais finir par une lueur d'espoir. Je suis tombée sur un article de la revue ADN, qui est une revue du numérique, le 27 octobre dernier, qui parlait du Ludit Club, un club d'ados anti-smartphone qui est né aux États-Unis. Lola est en terminale à New York. De son propre aveu, elle était il y a 2 ans une véritable screenager, une ado rivée sur son téléphone jusqu'à la nausée, un dégoût qu'elle partage avec ses amis proches. Nous détestions tous nos smartphones et ce qu'ils induisaient. L'utilisation incessante des réseaux sociaux, le scrolling sans fin, les posts et les selfies. Aucun d'entre nous ne voulait rester un screenager, mais on avait du mal à prendre du recul. Nous avons trouvé le moyen de le faire ensemble en fondant le Ludit Club en 2021, baptisé ainsi en l'honneur de l'ouvrier anglais Ned Ludd, à l'origine du ludisme, mouvement des casseurs de machines au XIXe siècle. Chaque semaine, les membres de ce club se retrouvent à la bibliothèque publique pour réfléchir, discuter, sans téléphone. Lola est passée au téléphone à clapet et le soulagement s'est fait immédiatement sentir. Les effets secondaires sont savoureux, dit-elle. Tous ces moments où j'aurais normalement dégainé mon téléphone par réflexe, dans le métro, la file d'attente des magasins, dans la salle de bain, étaient maintenant des moments de silence. C'est une chose vraiment merveilleuse à pratiquer et à apprendre. Je me suis retrouvée à réfléchir à mes plans pour la journée ou à un souvenir d'il y a 5 ans. Ou alors j'essayais de trouver la réponse à un problème qui me stressait. Peu importe à quoi je pensais, c'était beaucoup plus vivant et détaillé qu'auparavant lorsque mon attention était immédiatement détournée par mon téléphone et les vidéos insensées et chronophages qu'il proposait. Dans tout le temps perdu que j'ai trouvé de l'espace pour penser de façon créative. J'ai lu davantage et j'arrive mieux à me concentrer. Aujourd'hui, le Ludit Club ne cesse de croître et attire de nombreux membres. Espérons qu'il y ait plein de Ludit Club à travers le monde. Merci beaucoup. Donc, on va avoir des nouvelles histoires à raconter à nos enfants pour les endormir et en même temps, on pourra leur donner des bons conseils. Donc, cette table ronde, le tour de cette table ronde est terminé. C'est l'heure des questions. Bonjour. J'ai une question pour Arthur. Ce que vous proposez à Fairphone pour l'instant, c'est que pour des particuliers ou est-ce que vous avez une offre aussi pour les entreprises qui, du coup, n'auraient pas besoin de passer par du neuf? On a une offre, effectivement, pour les entreprises. Par contre, ça va être pour les grandes entreprises. Oui, on peut en parler ensuite. Oui. Mais effectivement, on fonctionne en B2B et en B2C. Pardon, juste sur quel volume maximum vous pouvez vous engager pour une organisation? Alors ça, c'est une bonne question. Maintenant, encore une fois, là, à l'heure actuelle, on n'a pas de rupture de stock. C'était le cas en début d'année, c'était dû justement à une rupture de stock des puces aux US, mais là, on est bon. Donc, il n'y a aucun problème par rapport à ça pour le moment. Super, c'est un bon geste que l'on peut proposer aussi aux membres de l'INR notamment, de voir comment on peut équiper des flottes avec des téléphones qui sont plus respectueux de l'environnement, quoi. La bonne chose également, c'est qu'on a de plus en plus de demandes justement d'entreprises qui souhaitent équiper leurs travailleurs en produits plus verts. Plus verts, c'est-à-dire Fairphone certes, mais dans l'offre, il y a du cross-call qui travaille également sur de la durabilité, il y a du reconditionné, donc on est moins sur du classique qui généralement florissait dans les entreprises. Super. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. J'ai plein de questions, mais je vais en choisir une. Peut-être pour Gauthier, sur cette question de la mesure de l'impact du numérique. On se pose souvent les questions de mesurer l'impact de notre smartphone ou d'autres appareils qu'on peut utiliser ou d'autres services. Et il se pose la question de savoir qu'est-ce qui est du Green for IT, donc faire de l'IT vert ou du IT for Green, c'est-à-dire utiliser le numérique pour diminuer l'empreinte environnementale en ayant des procédés plus optimisés et autres. Et je me demande comment vous abordez cette question-là pour arriver à mesurer, à départager les choses. Vous avez dit tout à l'heure que c'était complexe et je vois un intérêt assez important à ça, puisque quand on parle de sobriété, on parle avant tout de répondre à des besoins et de se concentrer sur les besoins plutôt essentiels. Et dans quelle mesure le high-tech, justement, peut aider à répondre à ces besoins essentiels en diminuant l'empreinte environnementale. Merci.
Oui, alors en fait, d'un point de vue alors c'est plus une question de recherche, d'un point de vue de méthodologie de recherche et de posture de recherche. Moi, j'appelle ça être agnostique numérique. C'est que je pars jamais du principe que par défaut, la numérisation va dans le sens de la transition. C'est une posture qui va à l'encontre des politiques publiques actuelles, puisqu'on part toujours du principe que si on numérise, ça va forcément dans le sens de la transition. C'est pour ça qu'au niveau de l'Union européenne, on a la Twin Transition, qui est transition numérique et transition écologique qui vont ensemble. L'idée que la numérisation va toujours dans le sens de la transition a infusé à peu près partout dans toutes les politiques publiques partout sur Terre, à peu près. En l'occurrence, en fait, c'est un piège logique, puisque si on part du principe que ça marche par défaut, il n'y a pas besoin de savoir où est-ce que ça marche. Voilà, petit silence. J'espère que tout le monde a compris mon piège. En l'occurrence, lors des derniers rapports du GIEC, notamment donc le Working Group 3, c'est celui qui s'intéresse aux solutions, la conclusion du rapport technique, c'est au niveau global, au niveau de la Terre, on ne sait pas si ça va dans le sens de la transition ou pas. Très dur à savoir. Quelque chose de très micro, un service qu'on prend en isolation, le télétravail, etc., a des impacts positifs qui sont directement mesurables. Par contre, si je regarde comment ce service s'inscrit dans un mode de vie, s'inscrit sur des changements, sur une dimension temporelle plus longue, c'est beaucoup plus dur de savoir en fait si ces bénéfices sont réels, et s'ils sont réels, est-ce qu'ils sont tenables, et dans quelles conditions ils sont tenables. Donc en fait, la posture, c'est de partir du principe que c'est pas parce que ça marche quelque part que ça marchera partout, et c'est pas parce que ça n'a pas marché quelque part que ça marchera nulle part ailleurs. Donc c'est une posture de recherche qui est très chiante. Parce qu'il faut aller tout le temps investiguer. Donc typiquement, moi, quand je dois faire de l'analyse environnementale là-dessus, pour éviter les extrapolations et éviter l'incertitude liée aux données qu'on va utiliser, j'ai tendance à réduire le périmètre. Donc c'est-à-dire que je vais m'attacher uniquement à observer un service dans un territoire donné. Donc typiquement, je travaille en ce moment sur l'impact environnemental de l'enseignement à distance en région Grand Est, ou sur le déploiement de Smart Home en région Grand Est de 2020 à 2030. Mais du coup, uniquement dans les données territoriales, et en essayant d'avoir le moins de données de seconde main, on va dire, ou en tout cas de passer le moins par de l'extrapolation ou le moins par des modèles, et essayer d'être le plus par des données de terrain. C'est ça la façon dont je regarde. Et en fait, des fois, ça marche très bien, des fois, ça ne marche pas du tout. Si vous prenez juste le facteur enseignement à distance qui se substitue à un trajet domicile-lieu d'enseignement, aux Pays-Bas, les émissions évitées sont importantes, mais en fait sont en valeur absolue assez faibles. Parce que j'ai des étudiants qui vont prendre soit le vélo, parce qu'il y a une infrastructure vélo très importante, ou soit qui ont accès au transport public de façon gratuite. Donc en fait, mes émissions évitées, parce que j'évite un déplacement, sont assez basses. Si je prends le même service dans une université au Texas, à ce moment-là, j'enlève un trajet en transport individuel de type voiture. À ce moment-là, j'évite plein d'émissions. Mais du coup, c'est-à-dire qu'une solution en tant que telle n'est pas bénéfique ou une solution prise hors sol n'a aucun sens. Tout doit être observé uniquement en terrain. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a un renversement conceptuel où on part du principe que la numérisation, c'est quelque chose de très, très universel, qu'on applique une sorte de blanc, de grand drap de façon uniforme sur Terre. C'est complètement faux, en fait. Chaque usage rend des caractéristiques culturelles, économiques, sociales, légales, politiques qui lui sont propres. Et donc, du coup, il faut tout le temps aller observer en terrain et sur place. J'ai une question pour Arthur, parce que j'ai l'impression en termes d'offres, pour un téléphone, il y a d'un côté le smartphone et puis d'un autre côté le téléphone à clapet. Est-ce qu'il n'y a pas de la place pour quelque chose comme le Lightphone aux États-Unis, qu'on peut importer, mais qui a un téléphone à écran de type de liseuse, à écran électronique, qui est un écran tactile, mais du coup beaucoup plus vertueux en termes d'impact, et qui pourrait, qui en même temps résoudre aussi tous les problèmes d'addiction aux réseaux sociaux, etc. Parce qu'il y a juste les fonctions de téléphone, mais on peut écouter des podcasts, on a un GPS, on peut faire des partages de connexion 4G pour travailler avec un ordinateur à côté, etc. Est-ce que ce n'est pas des choses ou des pistes que vous pourriez explorer aussi, ou pour proposer quelque chose qui soit déjà plus vertueux, donc en termes de conception et d'impact?
Alors, pour le moment, on se concentre vraiment sur le smartphone. Maintenant, c'est également une question d'habitude. C'est-à-dire que ça, c'est un type de produit qui est encore peu connu, qui est peu développé. En Europe, on en voit très peu. Quid de l'avenir aussi du smartphone, parce que des concurrents nous annoncent la fin du smartphone d'ici une dizaine d'années et on va tous être avec des casques. Donc c'est un marché qui évolue très rapidement. Typiquement, si je vous cite Motorola, il y a 10 ans, c'était énorme comme marque de téléphone. Maintenant, ils sont presque inexistants. Donc le marché de la téléphonie, de la télécommunication de manière globale évolue très vite. Il faut savoir être très réactif. Donc est-ce qu'il y a de la place pour ce type de produit ? C'est une bonne question. Maintenant, moi, je ne vais pas être dans l'équipe projet sur toute la partie de développement chez Fairphone. Et là, aujourd'hui, on se concentre vraiment sur essayer d'avoir notre impact uniquement sur le smartphone. Parce qu'à l'heure actuelle, je vais être transparent, on n'a pas les moyens de faire plus que le smartphone. On aimerait pouvoir développer un ordinateur qui soit le plus vertueux possible. On aimerait justement avoir une gamme de produits dans l'électronique plus large. Pour le moment, on est en incapacité de le faire dû aux moyens et on essaie vraiment de se focaliser sur le téléphone et essayer de bien le faire. Après, je me tais. En fait, c'est aussi un petit message d'avertissement. Lorsqu'on vous dit que la technologie X va révolutionner le secteur Y dans N années, ça ne veut pas dire que ça veut jamais dire qu'ils le feront. Ça veut dire qu'ils cherchent à lever des capitaux et des fonds pour se financer. C'est complètement différent de faire une prédiction. Et vu que le secteur numérique est très intense en capitaux et en investissement, ils ont besoin d'avoir un cycle régulier d'annonces. Mais ça ne veut jamais dire qu'ils le feront. Le métaverse, je ne suis pas sûr que ça tienne 3 ans. Mais peut-être, et ce n'est pas grave. Enfin, nous, d'un point de vue environnemental, on ne fait pas des projections à plus de 10 ans. Et je ne m'intéresse pas à des technologies qui ont moins de 3 ans sur le marché. Parce que je ne veux pas dépenser de l'énergie pour rien. Donc, du coup, il y a toujours une énorme rigueur à jamais regarder des technologies qui sont nouvelles. Parce qu'elles cherchent juste à lever des capitaux. Ça ne veut pas dire que ça va marcher. Il faut toujours avoir une grande séparation logique dans sa tête entre une annonce pour lever des capitaux et des cycles d'imaginaire et des cycles d'annonces qui vont dans ce sens, et le fait qu'une technologie aille réellement sur le marché. C'est deux choses complètement différentes. Voilà, je m'arrête là. En fait, excuse-moi, j'ai une question pour Arthur de Fairphone, encore. Que répond-on et comment peut-on répondre à ceux qui nous disent qu'ils achètent des téléphones ou tout appareil numérique, mais ça fait fonctionner l'économie mondiale et quelque part l'émergence de la classe moyenne en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, et que sans ça, voilà quoi, ça ne marcherait. Il y aurait moins de croissance dans ces pays. La question était pour moi-même et non, juste pour moi. Non, d'accord. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Et effectivement, je pense pas qu'on les aide en achetant un maximum de téléphones. Parce que si vous avez vu un peu, si vous regardez un peu comment sont fabriqués les téléphones, j'imagine qu'ils y prennent peu de plaisir. Je ne sais pas si vous avez déjà visité une usine de manière générale, une usine à la chaîne. C'est une émergence de classe moyenne, mais c'est entre guillemets tiré vers le bas. C'est tiré vers le bas. Donc, je pense que d'une part, d'un point de vue écologique, c'est clairement pas la bonne solution d'encourager à la consommation, clairement pas. Et d'un point de vue croissance, non plus. Alors moi, je veux bien rebondir parce que j'ai lu le livre de Fabrice Lebrun, On achève bien les enfants, et je vous le conseille parce que je pense que toutes les personnes qui sont ici vont être sensibles à ça. Les métaux rares, pour les rechercher, c'est dans plusieurs pays, notamment en Afrique. Ils vont dans des galeries profondes. Et pour aller dans les galeries profondes, il faut être petit, donc ils exploitent des enfants. C'est surtout des enfants qui vont aller gratter la terre, des enfants qui n'ont des fois pas d'identité, qui vivent dans des conditions de santé dramatiques, qui meurent, qui sont exploités. Ensuite, au niveau de l'assemblage, c'est souvent en Asie. Et là aussi, c'est des peuples, et notamment des enfants aussi exploités. Il faut savoir aussi que les déchets, je crois que ça génère 80 millions de tonnes de déchets par an en France, ou 60 millions, dont 60 à 80% sont recyclés sont envoyés dans les pays pauvres, dont ils polluent les sols. Et encore une fois, donc ils contaminent les sols et les rivières de ces populations-là.
Et donc c'est un effet double à 2 à 3 niveaux, vraiment très néfaste pour les populations. Donc vraiment, vous avez de quoi, et en lisant le livre, vous aurez tout pour dissuader votre entourage d'acheter tous les ans un nouveau smartphone. Merci. Docteur Dugantin, vous nous avez fait remarquer à quel point les écrans étaient un danger, et nous savons à quel point notre attention est un élément financier important pour les organisations. Aujourd'hui, vous nous avez parlé du 5-10-15, votre démarche. Comment peut-on faire pour que cette démarche 5-10-15 soit connue? Comment peut-on faire pour qu'elle puisse impacter aujourd'hui aussi bien les parents, les enfants? Est-ce qu'il faut agir au niveau des écoles? Est-ce qu'il faut créer un club particulier, comme vous l'avez évoqué il y a quelques instants au travers de cette expérience? Comment voyez-vous l'action que nous pourrions mener chacun de notre côté pour pouvoir en effet diffuser cette dimension 5-10-15? Merci. Alors, moi, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Cause, collectif sur exposition écran. On est 10 médecins, psychologues, psychiatres, et on a un site qui s'appelle www.surexpositionécran.org. Je vous invite tous à signer la charte. On est déjà plus de 5000 dans de nombreux pays, et on essaye d'informer les parents, les professionnels, et de sensibiliser aussi au niveau du gouvernement. Et puis, nous faisons partie d'un collectif d'associations, on est 15, le collectif Attention, et on a interpellé tous les candidats aux élections législatives, les candidats aux élections présidentielles, et on essaye d'envoyer donc énormément d'informations, d'études, de textes, et on a proposé justement ce 5-10-15. Je fais, en plus de mes consultations, énormément de conférences et de formations à travers la France et même des fois au-delà. Au niveau des territoires, on est très sollicité parce qu'ils se rendent compte sur le terrain, ils sont en lien avec les professionnels de l'enfance, de la santé, du handicap, mais au niveau du gouvernement, il y a vraiment un plafond de verre parce que c'est encore l'économie contre l'humain, j'ai envie de dire, comme dans d'autres sujets de santé publique, et pour l'instant, ils écoutent plutôt des gens très rassuristes et nous traitent d'alarmistes. Moi, je pense que je ne suis pas alarmiste, je pense que je suis réaliste, et on a maintenant plus de 6000 études qui montrent ce que nous, on voit tous les jours. Donc, je ne peux que vous conseiller de signer notre charte, d'adhérer à notre association qui s'appelle À Cause pour nous soutenir, parce qu'évidemment, par rapport aux grands groupes, vous parliez de levée de fonds, nous, on n'a pas d'argent. Et puis, vous pouvez aussi rejoindre l'association Lève les yeux, et en allant sur Collectif Attention sur Internet, je pense que vous verrez, on est 15 associations, et on milite à chacun à notre niveau pour essayer de sensibiliser, former et interpeller le gouvernement. Eh bien, merci beaucoup. Donc, on ne sait pas si on va pouvoir réconcilier ou concilier high-tech et sobriété. En attendant, on vous a donné des éléments des pistes et des enjeux et des impacts. Je vous remercie. Merci à vous tous.